pour ce 5e cours. Bienvenue à ce 5e cours du Club de jardinage français LSQ. Aujourd'hui, on va vraiment focuser sur des fiches de culture. Donc, il y a plusieurs notions qu'on a vues dans les cours précédents qui nous aident à aujourd'hui partir la saison, commencer à cultiver différentes choses. Donc, on va faire quelques petits rappels pour commencer. Alors, pour l'ouverture du potager, juste y penser. Ceux qui sont en pleine terre, vous pouvez soit en bac ou en pleine terre. Vérifier premièrement la qualité du sol. Donc, ça serait recommandé de commencer à désherber pour être capable de travailler dedans bientôt. Puis, ajouter du compost. Ensuite, gardez en tête la distance entre vos plants puis les profondeurs des semis que vous allez faire parce que en ce moment, on est à la première semaine de mai. Puis, il y a différents semis directs qu'on peut commencer à faire. Puis là, ben, il fait de moins en moins froid. Donc, les semis directs, c'est le temps. Puis, aussi, vérifier les fiches de culture. Donc, dans le Trello, on a mis plusieurs légumes en exemple. Puis, s'il y en a qui ne sont pas là, que vous voulez voir, on pourra les ajouter. Vous pouvez nous écrire un courriel par rapport à ça. Puis, c'est ça, vérifier les fiches de culture pour connaître leurs besoins en eau, en nutriments, puis en exposition au soleil. Puis ça va vous aider à les placer ensemble. Donc, nécessairement, on ne veut pas mettre quelque chose qui est très gourmand, donc qui va avoir besoin de beaucoup de compost, à côté de quelque chose qui aime pas le compost, donc quelque chose qui préfère un terreau pauvre, parce que leurs besoins sont juste pas compatibles. Donc, si par exemple, vous mettez quelque chose qui n'est pas compatible, ben vous pouvez avoir peut-être un légume qui fonctionne très bien, mais l'autre qui fonctionne pas bien. Donc, ça fait référence au compagnonnage. Puis, prochain cours, on va avoir une conférence invitée là-dessus. Donc, je vais garder le mystère un peu. Ça va être super intéressant au prochain rendez-vous. Donc, c'est ça. Suivez les différentes informations qu'on a dans le Trello par rapport aux fiches de culture pour vous aider à choisir quoi planter et où. Et puis, cette semaine, au potager, ben, ça va être le temps de semer des radis, des pois, des laitues, puis des épinards. Puis ça, c'est des choses qui vont être assez solides à travers le dernier froid. Là. Donc, c'est plutôt des cultures froides qu'on appelle. Puis par la suite, ça va être le temps de planter des oignons, transplanter les poireaux. On a déjà parti des poireaux ici, puis ça va être le temps de les changer de maison. Et puis, planter l'ail. Ensuite, on va commencer les semis intérieurs de concombres et de courgettes. Puis, au cours de la période des questions aujourd'hui, si vous avez le goût de partir des concombres, des courgettes, on va parler des petits détails spécifiques pour bien partir vos semis parce que ça n'aime pas se faire transplanter. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On pourra en parler plus tard. Puis aussi, ça va être le temps d'acclimater les choux et les laitues. Donc, on se rappelle la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu pour l'acclimatation? C'est important de le faire graduellement, puis au début, pas au soleil, pour leur aider à diminuer le choc, de changer d'ambiance, d'atmosphère, tu sais, d'environnement, dirais-je. Et puis, si vous avez déjà parti de la laitue et de la bétacarde, ça serait le temps de la fertiliser. Nous, ici, on utilise un fertilisant foliaire. Si vous voulez, si vous avez des questions sur ce type de fertilisant-là, envoyez-nous un courriel. Donc, pour ce qui est du quoi faire au potager cette semaine, c'est pas mal ça. Et ensuite, on peut rentrer dans les fiches de culture. Ça va être des informations qui sont sur le Trello aussi. Aujourd'hui, je vais vous en parler assez en détail, mais il y a encore plus de détails dans les fiches parce que je voulais pas prendre trop de temps sur chaque légume, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, bon cours, puis on va y aller pour les fiches de culture.
Mais avant, hein, je voulais vous dire, tantôt, j'ai dit qu'on sème des radis, des pois, laitues, épinards, oignons, poireaux. Est-ce que il y en a qui ont déjà de l'expérience à planter ça? Moi, j'aimerais ça savoir avant de commencer si c'est des choses que vous avez déjà faites dans votre jardin ou si vous avez le goût de le faire cette année. Donc, premièrement, de toutes ces cultures-là, on va commencer avec l'ail. Puis, j'aimerais ça savoir si il y a des gens qui aimeraient faire pousser de l'ail cette année ou qui ont de l'expérience à faire pousser de l'ail. Alors, l'ail. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi en cultiver? Donc, c'est un aliment qui est super bon pour la santé. Il y a des beaux avantages. C'est riche en fibres alimentaires. Ça combat les infections. C'est plus connu pour être un support au système immunitaire. Ça l'aide aux bonnes bactéries de notre intestin à augmenter. Ça augmente les bonnes bactéries dans notre intestin. Puis, ça contient de la vitamine C, du magnésium. Donc, les avantages pour la santé sont nombreux. Ça se mange cru, cuit ou séché, ce qui est le fun pour la conservation. Puis, ça se congèle. Et comme notre participante nous l'a mentionné, les fleurs d'ail se mangent et la tige. Donc... Il y a Gabriel qui veut poser une question. C'est quel légume, là? On parle de l'ail. Merci de m'avoir dit qu'il y avait quelqu'un qui posait une question. J'avais pas vu ça. Je vais l'ouvrir à côté. Et donc, on peut manger la fleur d'ail crue, cuite, sautée, faite à la vapeur, marinée ou en pesto. Donc, c'est une plante qui est vraiment versatile puis on gagne à la découvrir. Et donc, comment la semer? Alors, il y a 2 types d'ail. Il y a le col dur et le col mou. Donc, le col dur, la tige va être dure, puis ça va faire comme une hampe florale, H-A-M-P-E. Donc, ça va faire un bout avec une fleur, puis ça se conserve en botte. Et dans un climat nordique, ça va faire 4 à 10 petites gousses. Puis le terme utilisé pour parler de ces gousses-là, quand on parle de culture, c'est les cailleux. Donc, C-A-I-E-U-X. Donc, chaque petite gousse est un caillou. Puis, pour la variété en col dur, ça fait 4 à 10 petites gousses. Et alors que la variété qui est en col mou va produire 12 à 20 cailleux. Donc, ceux qui sont à col mou, ce sont le genre d'ail qu'on va voir tresser. Puis ça, c'est quand on le conserve, on le tresse. Et puis, la tige va être molle et la hampe florale, donc il va y avoir il n'y aura pas de tige avec une fleur sur ceux-là. Donc, ça l'aide à savoir quelle variété c'est. Et puis, quand on sait quelle variété on a, ça peut nous aider à mieux connaître ses besoins. Pour l'ail, c'est des semis extérieurs seulement. Donc, il y a 2 moments qu'on peut le faire dans l'année. Puis, c'est soit en automne, avant le dernier gel. Donc, ça, c'est passé pour nous. Mais sinon, on peut le faire au printemps. Donc, pas mal en ce moment, mais le temps commence à filer, là. Donc, dès que le sol peut être travaillé, on peut commencer à planter de l'ail. Mais si vous avez manqué votre tour cette année, vous pouvez acheter un plant d'ail en centre jardin qui va vous donner un vraiment beau résultat. Donc, il n'est jamais trop tard, tu sais, il y a toujours une solution. Puis, lorsqu'on le sème, un caillou dans le fond. Puis, ça serait de le semer à 3 à 5 cm de creux, puis la pointe vers le haut. Puis, comme les fesses en bas, là, on ne veut pas le mettre à l'envers parce qu'il va travailler vraiment fort pour sortir. Et donc,
la distance entre les plants, c'est de 8 à 10 centimètres pour lui donner l'espace de bien grandir. Et c'est quelque chose qui aime beaucoup le soleil. Ça tolère bien le gel, tant mieux. Et ça a besoin de beaucoup de drainage. Puis, ça n'a pas des grands besoins en eau. Par contre, ça aime un sol humide quand l'ail est en train de faire ses feuilles, fait qu'au début de la saison. Alors, il faut surveiller l'arrosage. Puis, une fois que ça commence à faire des bulbes, c'est préférable de réduire l'arrosage. Alors, c'est vraiment au début de la saison, quand il y a comme les verdures qui sortent, arroser, c'est bien. Humide, c'est parfait. Puis ensuite, on réduit l'arrosage pendant la saison. Puis, c'est pas quelque chose qui est très gourmand. Donc, on met du compost au début de la saison. Puis, c'est tout. Alors, ce qui est recommandé pour l'ail, c'est d'ajouter une fois du compost entre mai et août. Si on voit que la croissance ralentit, le compost, puis ça va aider à continuer la croissance. Ensuite, toujours par rapport à ses besoins, la tige florale, détail important. Donc, ceux qui ont une tige florale, ça va être l'ail à col dur. Il y a une tige avec une fleur. Mais si on taille à la base, ça va permettre au bulbe de grandir au lieu que ce soit plus en hauteur dans la fleur. Alors, quand on coupe, ça peut aider à grossir notre bulbe. Donc, si jamais vous avez déjà de l'expérience avec l'ail, puis vous vous demandez, je sais pas pourquoi, mais c'était resté tout petit. Peut-être que ça vous aurait aidé de couper cette tige florale-là. Alors, un petit truc pour les prochaines fois que vous essayez avec l'ail. Puis, moi-même, j'étais surprise, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en pot. Tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, ça se fait en pot. C'est très pratique. Donc, si vous semez au printemps, vous pouvez le faire en pot quand c'est de l'ail. Et puis, si vous semez en automne, ben le froid s'en vient, hein? Donc ça va geler. Alors, c'est préférable de le mettre en terre quand vous le semez, quand vous le plantez en automne, parce que, il va y avoir une petite couche de terre par-dessus, mais aussi la neige, elle va être par-dessus, puis ça va protéger du gel. Ça survit bien au froid, mais on veut quand même leur donner toute leur chance. Donc, planter de l'ail en pot à l'automne, déconseillé. Mais là, on est au moment du printemps, donc pour ceux qui veulent s'essayer avec l'ail, le pot, ça fonctionne. Puis, comment l'intégrer au jardin? Donc ça, c'est chaque légume qu'on va présenter aujourd'hui, on va toujours voir comment l'associer avec d'autres choses. Est-ce que c'est bénéfique pour un autre légume? Comment protéger ces légumes-là avec un autre légume? Ça a tout rapport pas mal avec le compagnonnage qu'on va définir au prochain cours. Mais il y a des informations vraiment intéressantes sur comment jumeler des choses, où mettre nos légumes. Donc, pour l'ail, on peut faire des associations avec les légumes racines, des fines herbes comme la sarriette, fleurs annuelles, carottes, cocombes. Puis, c'est bénéfique pour éloigner les ravageurs. Donc, si on plante, par exemple, des betteraves, des céleris, des poivrons, des piments, tomates, bien, planter de l'ail autour peut aider à protéger ces autres cultures-là. Donc, ça fait un beau travail d'équipe. Et, détail important, éloigner l'ail des haricots, fèves et pois. Toute cette famille-là, parce que l'ail va déranger leur croissance. Donc, évitez de planter vos fèves à côté de votre ail. Puis, les successions. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu au cours précédent. Une fois qu'on a fait notre ail, puis qu'il est récolté, on l'a sorti de la terre, environ le 10 juillet. Par la suite, on peut faire des semis de navets hâtifs ou des radis d'automne. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut mettre après dans la terre
suite à nos cultures. Alors, l'épinard. On connaît l'épinard pour ses propriétés hautes en fer. Donc, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de nutriments comme les vitamines B2, B6, la vitamine B1, vitamine C, la vitamine E. C'est aussi très riche en antioxydants, en calcium, en phosphore. Donc, calcium dans un légume. Oui, effectivement, si vous êtes végétarien, ben ça peut être une source de calcium pour vous très intéressante. Donc, ça se mange frais, cru ou cuit à la vapeur. Puis, ça peut être congelé pour conserver puis manger plus tard. Alors, comment semer? Donc, on peut faire des semis extérieurs. Surtout, c'est recommandé de faire un semis direct, semis extérieur, parce que ça n'aime pas être transplanté. Il ne veut pas se faire déranger pour se faire déménager. Donc, mettez toutes les chances de votre côté avec l'épinard, puis faites des semis extérieurs. Alors, c'est recommandé de pré-tremper les graines d'avance avant de semer. Ça l'aide à la germination, puis ça va prendre un temps pour germiner de 7 à 14 jours. Et dans le document que je suis en train de vous résumer en ce moment, il y a toutes les indications là. Donc, sur une planche de culture de 75 cm ou une planche de culture en carré, donc 30 cm par 30 cm, selon la surface sur laquelle vous travaillez, combien de plants est-ce que je peux mettre? Je n'irai pas toujours en détail pour chaque légume aujourd'hui. Je vais vous inviter à aller voir dans le Trello. Mais pour les épinards, si vous cultivez sur 75 cm, vous pouvez faire 7 rangs. Puis, respecter une distance entre les plants de 6 cm. Connaître ces choses-là, ça peut vous aider à préparer votre espace et votre design de potager. Puis, par exemple, si vous le faites sur un potager en carré, vous pouvez faire 9 plants. Donc, vous avez votre 30 cm par 30 cm, vous faites 9 trous. Puis, mettez une petite graine là-dedans. Et c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Donc, il faut arroser pour avoir une belle récolte. Puis, ça aime le soleil, mais pas trop. Ça a aussi tendance à bien vivre là, dans une ombre légère. Beaucoup de légumes feuilles n'aiment pas vraiment un soleil trop agressif parce que ça va... il y a un impact sur ces genres de légumes-là. On va le voir dans différents légumes. Il y a aussi la laitue qui n'aime pas le soleil agressif. Ça va monter en graines puis faire moins de feuilles. Donc, pour l'épinard aussi, là, soleil, ombre légère, ça serait bien. Et puis, c'est quelque chose qui est assez gourmand. Donc, pardon, on met du compost au début de saison. Puis, ensuite, vous pouvez mettre de l'engrais de fumier de poule. Vous allez remarquer aujourd'hui, chaque fois qu'on parle de légumes, c'est de l'engrais granulaire de fumier de poule qui est recommandé. Puis, surtout parce que c'est riche en azote. L'épinard aime ça, l'azote. Donc, vous pouvez en mettre 2 à 3 fois du printemps à l'automne, juste sur le dessus de votre paillis. Au cours passé, on a parlé du paillis. On a défini c'est quel type de paillis qui est préférable. Vous pouvez vous y référer pour voir qu'est-ce que vous préférez acheter ou si vous avez déjà ça à la maison. Puis, pour les épinards, une toile anti-insectes peut être bénéfique. Ça, c'est juste une toile qui s'achète en centre jardin, puis ça peut protéger des insectes. Et ce qui est le fun avec les épinards, c'est que vous pouvez récolter une feuille ici et là, puis ça continue à pousser, puis ça l'aide à éclaircir pour pas que vos affaires s'étouffent ensemble là, quand c'est trop collé. Donc, vous pouvez manger un petit peu au fur et à mesure que ça pousse. Puis, à la fin de la saison, si la plante n'a pas été malade, il n'y a pas eu de moisissure, ben vous pouvez juste couper ce qui reste. Possiblement, vous pouvez encore le manger. Puis, ce qui est dans le sol, ça peut rester là. Puis ensuite, vous
pouvez jeter les résidus même. Tu sais, mettons que vous coupez le dessus. Oh, ça se mange pas vraiment. On le laisse sur notre espace de culture, puis ça va profiter à la vie du sol. Donc, ensuite, on peut mettre un peu d'engrais, de fumier de poule et pailler, puis voilà, on a fermé notre saison. Donc, il y a beaucoup de légumes aujourd'hui qu'on va voir que lorsque vous les cultivez, c'est pas nécessaire de tout arracher. On peut vraiment juste laisser ça là, puis ça va être décomposé, puis ça apporte la nourriture au sol. Et, détail intéressant, pour ceux qui ont des petits espaces de culture, les épinards, ça fonctionne en pot. Alors, ça va vous prendre 3 litres de terreau. Puis, le pot recommandé, c'est 20 cm de profond par 20 cm de diamètre. Puis, ça veut un terreau riche. Donc, ajoutez du compost. Et dans les documents qu'on vous présente aujourd'hui, on vous nomme toujours quelle part de compost pour combien de parts de terreau. Alors, pour les épinards, c'est 1 part de compost et 4 parts de terreau. Faire votre propre mélange. Lorsqu'on l'intègre au jardin, on peut l'associer avec des légumes-feuilles, d'autres légumes-feuilles, des fines herbes comme le basilic, la coriandre, et des fleurs annuelles comme les tagettes. Les tagettes, c'est mes fleurs préférées, puis c'est aussi quelque chose qu'on appelle œillet d'Inde. Puis ça a des belles propriétés au jardin là, pour chasser les pestes, quelque chose qu'on va voir plus tard. Et un beau compagnonnage pour l'épinard, ça profite de la présence des haricots et des pois parce que on sait que l'épinard aime l'azote et puis le haricot va attirer l'azote qui est dans l'air et le mettre dans le sol. Donc, l'épinard est très content à côté de la famille des pois et haricots. Ça peut être une plante intéressante si vous voulez faire pousser du melon cette année, parce que pendant que le melon et la pastèque prend son temps pour pousser, ben, au début, ça prend pas beaucoup d'espace, mais après ça s'étale. Donc, en attendant le melon et la pastèque, au début de saison, vous pouvez mettre de l'épinard à côté. Puis, un mauvais compagnon, ça serait l'aubergine, parce que l'épinard va nuire à la croissance de l'aubergine. Donc, mettez pas ceux-là à côté. Ensuite, il y a le poivron, piment, patate. C'est pas des bons compagnons. Puis, la betterave et le radis. Par exemple, le radis va attirer des ravageurs, donc ça va nuire à votre épinard. Donc, évitez ça à tout prix. Il y a un éternuement qui s'en vient. Pour les successions, il y a 2 générations possibles. Dans le tableau du Trello, on nomme exactement les dates. Puis, par exemple, vous pouvez faire une première génération d'épinards et celle-là va rentrer au jardin fin avril, début mai. Donc, vous pourriez faire comme un pot, puis vous le commencez à l'intérieur et fin avril, début mai, vous le déménagez dehors. Vous pouvez le partir à l'extérieur. C'est ça qui est le fun avec les épinards. Puis, c'est prêt à manger vers la mi-juin. Et ensuite, la deuxième génération, une fois qu'on a tout semé en août. Donc, ça, c'est la deuxième génération. On sème en août et on récolte 6 semaines plus tard, vers septembre ou comme avant le gel. Donc, c'est le fun. On peut manger tôt dans la saison ou on peut manger plus tard parce que ça survit bien au froid. Donc, ici, j'ai terminé pour l'épinard. Je vous inviterai, une fois qu'on a fermé l'enregistrement, on peut prendre vos questions sur l'épinard, peut-être aller plus en détail sur quelque chose que j'ai mentionné. Vous êtes les bienvenus de poser vos questions par rapport à ça. Puis ensuite, on parlerait de la laitue et du mesclun. M-E-S-C-L-U-N. Il va nous rester laitue, oignon, poireaux et roquettes. Et maintenant, pour la laitue et le mesclun. Qu'est-ce que c'est le mesclun? C'est un mélange de plusieurs types de légumes
feuilles. Donc, ça va être mangé en jeune bébé. Donc, ça va être tout petit. Ça prend pas beaucoup de place. C'est ça qui est l'avantage. Alors, c'est un mélange. On va y retrouver de la laitue, de la chicorée, des épinards, des moutardes, des roquettes. Donc, c'est un petit peu pêle-mêle. Puis, pourquoi en planter? Ça a différents avantages. Par exemple, je vais juste commencer par introduire les deux groupes. Donc, il y a des laitues qui sont en feuilles. Les feuilles sortent sans se refermer les unes sur les autres. Donc, ça pousse continuellement. Puis, il y a d'autres types, des laitues pommes, qu'on appelle, qui vont faire comme une boule, là, qui vont se refermer sur elles-mêmes, comme la laitue Boston et les laitues romaines. Donc, ce qui est le fun avec les laitues feuilles, c'est qu'on peut juste couper ici et là des feuilles et que ça continue à pousser. Donc, on peut en manger pendant que ça pousse. Alors que pour ce qui est les laitues pommes, ben c'est préférable de juste attendre qu'elle termine, puis là, on la coupe. Et donc, le mesclun, ça a un goût un peu neutre ou amer ou piquant. Donc, ça peut être le fun de le mettre en salade parce que ça ajoute du goût. Et la laitue, ben c'est frais, c'est croquant, c'est riche en eau et faible en calories. C'est une bonne source de fibres, de vitamines A, B et K. Puis, la laitue rouge, il y a plus d'antioxydants que les laitues vertes. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on veut rajouter dans notre alimentation. Puis, ce qui est le fun avec les laitues, c'est qu'on peut, bien sûr, les manger en salade. On peut aussi en mettre dans nos potages et même remplacer le pain. Il y a des recettes intéressantes à découvrir où le pain est remplacé par une feuille de laitue. Donc, on pourrait manger un hot dog dans une feuille de laitue, se faire une sandwich entre deux feuilles, puis c'est frais. C'est une alternative un peu plus santé si on veut manger moins de pain. Donc, comment semer laitue et mesclun? On va commencer par des semis directs en mai. Donc, c'est le temps de commencer. Puis, on peut faire des successions toute la saison. Donc, on en fait, puis là, on les voit pousser, puis on en ressème d'autres. Alors, détail important pour les laitues surtout, c'est de faire attention aux chaleurs. Donc, la laitue est vulnérable à la chaleur. Il préfère être poussée à partir de début mai et début août. Donc, ça, c'est les deux moments intéressants pour elle de se faire semer. Ce sont là les deux générations dont on parle. Puis, vous pouvez aussi s'aimer en tout temps à l'été, mais ça serait de choisir un coin ombragé ou proche d'une plante qui pousse très haute et qui va faire de l'ombre. Parce que, comme mentionné précédemment, les laitues, lorsqu'elles sont sous un soleil très chaud, elles vont arrêter de produire des feuilles et vont produire, elles vont monter en graines. Donc, c'est un dernier effort pour se reproduire. Donc, si vous voulez continuer à manger des laitues, faites attention lorsqu'il fait très chaud, soit d'avoir des laitues dans un pot, parce que oui, vous pouvez semer des laitues dans un pot, ou vous arranger pour les mettre, par exemple, en pleine terre, dans un endroit qui n'est pas comme sous un soleil ardent. Ou vous pouvez vous rajouter des petites toiles pour faire de l'ombre. Ça dépend. Vous pouvez laisser aller votre créativité. Et si vous partez des semis intérieurs, parce que oui, ça peut se transplanter plus tard, vous pouvez partir des semis intérieurs 5 à 7 semaines avant la date prévue de la sortie au jardin. Puis dans ces 5 à 7 semaines-là, prévoyez une semaine d'acclimatation. Donc, si vous les sortez, si vous les semez maintenant, en début mai, vous pouvez attendre 7 semaines et ensuite les mettre au jardin. Toujours en les acclimatant, les sortir à l'ombre. Ensuite, quand le temps est plus doux, là, qu'il n'y a plus de gel, ben, on peut les laisser toute la nuit. Vous pouvez consulter une autre vidéo pour
l'acclimatation dans le cours précédent, le cours 4. Donc, quand on sème les laitues, c'est les semer à 5 mm de profondeur. C'est pas très creux, là. C'est presque à la surface, mais après ça, on rajoute un peu de terreau par-dessus. Mais à peine parce que ça a quand même besoin de lumière pour germer. Alors, mettez pas ça cru parce que vos petites laitues vont avoir de la misère. Puis, ça nécessite un arrosage abondant, vu que c'est très proche de la surface. Puis, ça germe en vue à 14 jours. Donc, désespérez-vous pas si ça n'a pas sorti en une semaine. Ça pourrait prendre 14 jours. Ça dépend de quelle variété de laitue que vous avez choisi. Il y en a qui apparaissent plus tôt, il y en a qui vont sortir un petit peu plus tard. Ça dépend. Gardez courage. Donc, comment semer les laitues? Comme Rana l'a mentionné, ceux qui sont plus en pleine terre, ça va être de penser à votre planche de culture de 75 cm. Vous pouvez faire 3 rangs, puis les espacer de 10 à 30 cm. Puis, si vous le faites en potager carré, vous pouvez mettre 6 laitues feuilles. Vous vous rappelez les 2 types? Oui, c'est ça. Je vois Rana qui me dit dans les commentaires selon la variété. Toujours lire sur le paquet de semences pour voir ma variété de laitue, quelle distance elle a besoin entre chaque plant. Donc, il y en a qui vont pousser plus grandes, il y en a qui vont pas prendre beaucoup d'espace. Toujours considérer ça pour pas étouffer vos légumes. Puis, vous pouvez mettre, par exemple, 6 laitue-feuilles sur 30 cm. Ça va être 4 laitues romaines. Donc, ça dépend vraiment de la variété que vous avez pris. On se rappelle, les laitues romaines, c'est quelque chose qui pousse en pomme. Puis les laitue-feuilles, c'est quelque chose qui pousse pas refermé l'un sur l'autre. Donc, vous pouvez en mettre plus parce que vous allez manger aussi au fil que ça pousse. Donc, on peut en mettre plus sur le même espace quand c'est des laitue-feuilles. Et donc, le mesclun, on peut faire 4 rangs si vous le faites en pleine terre ou en culture, en carré, vous pouvez faire 16 plants sur 30 cm. Donc, pensez à ça, là. Vous avez comme un carré de 30 cm par 30 cm, puis vous pouvez mettre 16 petits trous puis faire pousser 16 plants parce que c'est des choses qui se mangent quand elles sont toutes petites. On ne veut pas nécessairement que ça pousse très grand, ça se mange en format bébé. Donc, c'est très pratique pour maximiser l'espace puis manger souvent parce que ça pousse puis hop, c'est déjà prêt à manger. Donc, un bel avantage. Et ensuite, les besoins. Comme mentionné tantôt, ça aime l'ombre légère ou ça peut être dans le soleil selon le moment de la saison. C'est quand vous l'avez mis au jardin. Est-ce que c'est début mai ou début août? Parce que les grandes chaleurs sont passées, début août. Ça risque moins de monter en graines. Ensuite, c'est besoin en eau. Donc, il faut arroser régulièrement, surtout s'il fait sec. Et puis, en nourriture, c'est moyennement gourmand. Vous pouvez ajouter du compost au début de la saison. Ça, c'est toutes des informations qui sont intéressantes parce que comme ça, vous pouvez placer des plantes qui ont pas mal les mêmes besoins alimentaires, un à côté de l'autre. Puis, pour ce légume-là aussi, ça peut profiter d'une toile anti-insectes, comme Rana l'a mentionné. Vous pouvez l'acheter en centre-jardin ou si vous avez des vieux rideaux en mousseline, c'est un tissu qui laisse passer le soleil et l'eau. Donc, les nutriments peuvent rentrer, mais au moins, les méchantes bébites ne rentrent pas. Donc, les laitues passent environ 7 semaines au jardin. Puis, vous pouvez récolter les feuilles de l'extérieur pour une récolte prolongée. Des fois, il y a des gens qui vont tout couper leur laitue, puis là, elle aurait pu pousser encore. Donc, si on veut manger plus longtemps, on peut sortir sur notre balcon puis aller couper quelques feuilles. Et un autre truc qui peut aider à la production des feuilles, vous pouvez couper un petit peu en hauteur
mais vraiment pas beaucoup, là, juste pour encourager la production de d'autres feuilles. Et pour les laitues Boston et romaines, on les récolte en entier parce que ce sont des laitues pommes, comme j'avais mentionné. Donc, quand c'est prêt, là, ça a poussé comme ça allait pousser. Le paquet de semences nous indique la taille du légume. Puis là, ben, on coupe à ras le sol. Et en pot, c'est très faisable. Donc, les laitues nécessitent 10 cm de profondeur. C'est vraiment pas beaucoup. Et 20 cm de diamètre. Puis, vous pouvez vous prendre un pot qui va contenir 3 litres de terreau. Et dans le document, on mentionne de prendre 1 part de compost pour 6 parts de terreau. Puis le mesclun, c'est semblable, mais on peut le semer plus rapproché parce que c'est quelque chose qu'on mange quand c'est petit. Et finalement, quand on veut l'intégrer au jardin, c'est une plante de culture courte. Alors, on peut en faire souvent et en succession. Puis, c'est des bonnes plantes à faire en culture intercalaire. Au cours 3, si je me rappelle bien, on avait planté des cultures intercalaires, puis c'est aussi la contreplantation. Donc, pendant qu'il y a quelque chose qui prend son temps à pousser, bien, on peut avoir nos petites laitues à côté qui profitent de l'espace. Donc, on peut les mettre en association avec des choux. Ça, le chou, il est très content parce que la laitue va aider à repousser les mouches du chou. Puis, on peut les mettre à côté de légumes feuilles, des fines herbes et des fleurs annuelles. Puis, le poireau, l'ail et l'échalote, comme mentionné tantôt, là, cette famille-là, là, ça pue, ça sent fort. Donc, ça repousse les ravageurs de laitue. Alors, la laitue est très heureuse parmi les poireaux, ail et échalotes. Et finalement, si vous avez des problèmes de pucerons, avoir des fines herbes autour de la laitue, ça peut aider. Puis, si vous n'avez pas vraiment d'espace pour protéger du soleil, puis vous avez peur que ça monte en graines, bien, vous pouvez les mettre à l'ombre des choux et des pois parce que ça fait une belle ombre tout autour et les laitues peuvent en profiter, mais pas autour du maïs parce que le maïs, il est comme super haut puis ça va faire trop d'ombre. Donc, vous pouvez le mettre à côté des choux, puis non seulement les choux vont être contents, mais les salades aussi. C'est ce qui conclut la fiche de culture pour la laitue et le mesclun. On peut arrêter l'enregistrement et prendre des questions, commentaires.